La Nuit des Temps. Alors, c'est une soirée qui va se dérouler simultanément dans 10 universités différentes dans toute la France. Donc ce sera à Dunkerque, Paris, Dijon, j'ai pas la liste sous les yeux, mais il y a une dizaine, c'est écrit là, non c'est pas écrit. Donc il y a une dizaine d'universités qui vont y participer. Alors cette Nuit des Temps, elle a eu du mal à accoucher quand même, parce que à cause du Covid, elle aurait dû avoir lieu l'année dernière, et puis ça a été repoussé cette année, et puis cette année on a commencé à réfléchir à comment ça va se dérouler, et puis il y a eu Omicron qui est arrivé. Donc au départ il y avait 23 universités, je ne sais pas si c'est écrit ici, non, il y avait 23 universités, mais il y en a 13 qui se sont désistées, donc à la fin il n'y a donc plus que 10 universités qui y participent. Alors comme on va parler de la Nuit des Temps, on va tout d'abord avoir une conférence de M. Letarga qui est ici, et qui va se présenter d'ailleurs tout à l'heure, et qui est spécialiste du temps et des horloges atomiques. Ensuite, on ira manger un petit quelque chose, il y aura un petit peu à la bonne franquette juste à l'entrée, donc de 19h30 à 20h, et à 20h, il faut vraiment être ici, parce qu'en fait, on va être en direct avec Paris. Alors au départ, on devait être avec le Grand Rex, donc ce n'est plus le Grand Rex, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir beaucoup de monde à Paris aussi, donc c'est une salle je ne me souviens plus le nom de la salle, mais c'est une salle d'une université parisienne, où en fait il y aura 3 jeux qui vont se dérouler. Il y aura un quiz, il y aura un quiz sur les chansons, et après une élection de la meilleure chanson qui parle du temps, de tous les temps. Et ensuite on va revenir ici entre nous, et on va faire une table ronde où on parlera du temps, mais ce qui est marrant, on parlera du temps avec 3 spécialistes complètement différents. Donc il y aura M. Letarga qui sera là, il y aura aussi Rémi Urdiel, qui est chercheur et qui est spécialiste du sport, donc on verra un peu le temps au niveau des sportifs, et puis il y aura Dominique Potvin qui va arriver tout à l'heure, et qui est médiateur au Fonds régional d'art contemporain, et qui nous expliquera comment les artistes à l'heure actuelle peuvent voir le temps à travers leurs œuvres. Voilà, donc ça nous fait une soirée qui se terminera vers 22h30 à peu près. Et donc on est très content de vous accueillir aujourd'hui. Voilà. Donc Rodolphe, je te laisse la parole. Merci d'être venu de Paris. À toi. Merci. Alors je crois que c'est pas moi qui suis censé parler en premier. Oui. C'est simplement maintenant, on va partir dans l'espace, on va regarder 2 objets, et je vais vous donner des informations à propos de ces objets très rapidement, et justifier pourquoi ces 2 objets apparaissent maintenant. Alors on va se placer dans le noir. Voilà. Oui. Voilà, il faut le voir. Est-ce qu'on peut cacher, s'il vous plaît, le vidéoprojecteur? Voilà. Et là, on part dans l'espace. Et il existe des chronomètres dans l'espace. Et bien, nous allons voir un de ces chronomètres. Puis après, on parlera d'une toute petite chose différente. Et je pense que M. Letarga va ensuite développer. Voilà, donc nous voyageons. On remarque que le planétarium ici nous permet de voyager dans l'espace. Alors nous traversons la galaxie. C'est assez lent, mais c'est programmé à l'avance. Et dans quelques secondes, on va pouvoir atteindre notre but. Alors en fait, on ne s'en rend pas compte, mais nous sommes en train de voyager à une vitesse presque inconventionnelle. Voilà, la vérité, notre galaxie, nous y sommes presque. On ne s'en rend pas compte, mais continue le voyage. Et voici le premier objet, c'est un pulsar. Alors c'est une étoile de neutrons qui a un champ magnétique puissant et qui tourne sur elle-même très très rapidement. On s'est aperçu en fait que la plupart de ces objets-là sont très stables
et tournent à plusieurs centaines de fois sur elles-mêmes par seconde. Elles peuvent servir en quelque sorte de chronomètre, ont été utilisées pour valider certaines parties de lois de physique. Et le deuxième objet, elle continue notre voyage dans la galaxie. Alors là, le deuxième objet, ce n'est pas un chronomètre céleste, c'est l'espace-temps lui-même qui subit son influence. En fait, ce qu'on appelle notre poids, eh bien, c'est la force de gravitation, et cette force a été modélisée un peu plus tard par Albert Einstein par un modèle d'espace-temps courbé. Eh bien, regardez, voici la déformation de l'espace-temps autour de l'objet que vous reconnaissez, un trou noir. Et voilà, regardez, notre Voie lactée qui se déforme. Attention, c'est juste une image qui se déforme, et pas la Voie lactée elle-même, parce que l'objet trou noir que vous avez devant vous a pour propriété de dévier alors, très fortement les rayons lumineux. Le Soleil le fait aussi, mais le trou noir le fait de manière beaucoup plus importante. Et il nous pose comme question, mais au juste, c'est quoi l'espace, c'est quoi le temps, quel est le lien entre les deux. Merci beaucoup. Comment on fait pour, Philippe, comment on fait pour faire apparaître l'image? Parce que là, normalement, ça devrait être... Ça. Ah, il est reparti. On va allumer l'ordi là-bas. Ça va. Voilà, et ici, normalement... Non, là, normalement, on doit pouvoir les remettre. Bah, je l'ai fait tout à l'heure. Tout est bon. Ouais, c'est bon, je peux commencer. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, c'est un grand plaisir de pouvoir présenter nos travaux ici. Donc moi, je m'appelle Rodolphe Le Targa. Je suis chercheur à l'Observatoire de Paris dans un laboratoire qui s'appelle le CIRT. Et je vais essayer de vous parler un petit peu de la mesure du temps. Alors c'est plutôt le côté technique, pas vraiment philosophique, mais comment on fait pour concrètement mesurer le temps. Alors je vais me placer un peu d'abord d'un point de vue historique, pour vous expliquer comment on faisait avant. Et après, je vais vous montrer qu'à partir des années 60-70, tout a complètement changé du jour au lendemain. Donc, comme je vous l'ai dit, je viens de l'Observatoire de Paris. L'Observatoire de Paris, il a été fondé par Louis XIV en 1667. Alors, Louis XIV, il était vraiment féru de science. Et en plus, on est dans une période, à la fin du XVIIe siècle, où l'influence de la religion commence à diminuer pas mal. Ce qui fait que le roi ne veut plus s'en remettre seulement à Dieu pour expliquer les phénomènes naturels, mais il a vraiment envie de comprendre ce qui se passe. Donc il a l'idée de fonder l'Académie des sciences en 1666. Et ce qu'on voit sur le tableau, qui est en haut, eh ben, c'est son ministre Colbert qui présente au roi les académiciens, et on voit par la fenêtre derrière le projet de construction de l'observatoire qui sera fini environ une vingtaine d'années plus tard. L'observatoire tel qu'il est aujourd'hui, vous le voyez sur cette photo ici. Si vous connaissez un peu Paris, on est situé dans le sud de Paris, on est vers Denfert-Rochereau. Et c'est le plus vieil observatoire au monde qui soit toujours en fonctionnement avec une activité scientifique continue. Ça a permis le développement en France de tout un tas de sciences, d'astronomie, d'optique, mais aussi de géodésie. Alors la géodésie, c'est l'étude de la forme de la Terre et la cartographie du champ de pesanteur. Le développement de la cartographie elle-même. Les premières cartes de France ont été faites à partir du méridien de Paris qui traverse le milieu de l'observatoire.
mais il y a d'autres sciences, comme la météorologie, par exemple, qui ont été développées à l'Observatoire de Paris, donc qui a eu pendant très longtemps un rôle de leader dans le monde scientifique et qui l'a toujours. Alors, avant de parler de la mesure du temps, moi j'ai envie de vous parler de la mesure tout court. En fait, c'est quoi la physique finalement? Alors, je pense que la définition de la physique, c'est que c'est c'est l'étude, la compréhension, la modélisation des phénomènes naturels. Moi, j'ai envie de vous dire que la physique, c'est avant tout la science de la mesure. On mesure les choses. Quand on mesure quelque chose, on le compare toujours à quelque chose d'autre. On essaye de comprendre si la mesure est valide. On essaye de comprendre si elle a un sens et s'il y a quelque chose de plus à comprendre. Alors, on peut tout mesurer. On peut mesurer une masse. Dans ces cas-là, l'unité, c'est le kilogramme. On peut mesurer une longueur. L'unité, c'est le mètre. On peut mesurer une température. L'unité, c'est le Kelvin. Finalement, même si on a l'impression qu'il y a une infinité d'unités, il n'y en a pas tant que ça. Des unités fondamentales, il y en a seulement 7. Il y a les 3 dont on vient de parler, le mètre, le kilogramme, le Kelvin, et puis sinon il y a la seconde, qui est ici, il y a l'ampère, la mole qui est une mesure de quantité de matière, et le candela qui est une mesure de l'intensité du flux lumineux dans une direction donnée. Toutes les autres unités que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours, elles sont dérivées de ces 7 unités fondamentales. Si vous voulez mesurer une pression, par exemple, vous allez la mesurer en pascal, et le pascal, en fait, c'est rien d'autre qu'un kilogramme par mètre par seconde au carré. Même chose pour le volt, même chose pour le watt. Vous pouvez tout dériver à partir des 7 unités fondamentales. Alors, on a parlé d'unités avant. Les unités, elles ne sont pas toutes aussi bien définies que ce qu'on pourrait penser. Un exemple criant, c'est le kilogramme. Le kilogramme, jusqu'à il y a quelques années, puisqu'il a été redéfini il y a 3 ou 4 ans, il était finalement assez mal défini. La définition du kilogramme, c'est que c'était la masse d'un poids qu'on appelait le kilogramme étalon. Quand on l'avait fait à la fin du 19e siècle, on en avait fait 6 copies sœurs, et beaucoup de pays possédaient leur propre étalon national qu'on avait fabriqué pour qu'il se rapproche le plus possible du kilogramme étalon. Et ces poids, ils étaient comparés fréquemment au cours du XXe siècle contre le kilogramme étalon. Et en fait, on s'est rendu compte que la masse du kilogramme dérivait. Ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'un kilogramme, c'est un kilogramme, donc la définition est restée inchangée. N'empêche qu'on est sûr que sa masse propre était en train de dériver. Ah oui, parce qu'à chaque fois qu'on le manipulait, on faisait des micro-rayures, on mettait des petites traces de doigts, où il y avait des poussières qui s'accumulaient. Même si le kilogramme étalon, il était gardé sous une cloche avec un S, il était gardé dans un coffre-fort, donc il était relativement difficile d'accès. Mais n'empêche qu'on s'est rendu compte qu'au cours du XXe siècle, la masse par rapport à d'autres kilogrammes étalons a dérivé de quasiment 100 microgrammes par rapport à la masse de 1 kg, ce qui est loin d'être négligeable en fait. Ça veut dire que le 7e chiffre significatif, et bien finalement on a eu une incertitude sur ce 7e chiffre significatif. Donc en fait, quand vous faites une mesure, vous mesurez le poids de votre citron, mais la variable cachée ici, c'est que le poids de 50 grammes, vous lui faites confiance, vous pensez que c'est exactement 50 grammes, mais en fait rien ne vous dit qu'il fait exactement 50 grammes. Alors, j'ai envie de vous poser la même question pour le temps. Finalement, à quoi on peut se raccrocher pour compter le temps et quelle perception on peut en avoir? Finalement, je pense que c'est vraiment pas très intuitif. Alors, on peut rapprocher ça d'une citation d'Astérix et Obélix. Dans le domaine des dieux, qui est probablement un des meilleurs Astérix, dans le domaine des dieux, donc les Romains coupent les arbres de la forêt pendant le jour pour pouvoir construire le domaine des dieux qu'on voit là, et pendant la nuit, les Gaulois, avec des glands magiques, s'amusent à faire repousser les chênes. Astérix, lui, il trouve ça prodigieux, parce que le chêne repousse instantanément. Obélix, lui, il n'a pas tout à fait le même avis. Il dit,
C'est la première fois que je vois pousser un chêne, alors je ne sais pas à quelle vitesse il pousse d'habitude. Alors qu'est-ce qui a raison? En fait, les deux ont un petit peu raison. Comment est-ce qu'on compte le temps? Sur quelle référence on va se baser? On est obligé de poser une définition claire qui ne soit pas soumise à l'objectivité d'un humain. Alors j'en profite juste pour faire une mini parenthèse. Il y a deux choses qui sont très différentes. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé. La durée et le temps, c'est deux choses qui sont finalement légèrement différentes. La durée, c'est juste l'intervalle de temps entre un top départ et un top arrivée. C'est ce qu'on va compter avec un chronomètre, par exemple. Ça ne requiert pas que votre chronomètre vous donne l'heure. Votre chronomètre, vous voulez juste qu'il vous donne l'écart de temps entre le départ et l'arrivée. Le temps, c'est beaucoup plus compliqué. Le temps, ça implique d'avoir gardé trace du temps depuis l'instant zéro de l'année zéro pour nous dans notre système calendaire. Donc c'est beaucoup plus compliqué de compter le temps que de compter la durée. Alors, je vous propose de faire un petit test. Je ne sais pas si ça va marcher parce que c'est conditionné au fait qu'il y ait du réseau. Donc je vais vous proposer que moi je vais chronométrer un intervalle de temps sur mon téléphone, donc il n'y a que moi qui vais savoir combien de temps j'ai chronométré, donc trichez pas, hein, vous rangez vos téléphones et vous vérifiez que votre voisin a rangé son téléphone aussi. Et je vais chronométrer un intervalle de temps, et après je vous ferai voter, et si ça se passe bien, il y aura quelqu'un de mon équipe à Paris qui arrivera à dépouiller les résultats en quelques minutes. Alors, on va faire un test. Vous allez compter le nombre de secondes qui s'écoulent entre le top départ et le top arrivée que je vais vous donner, et on va voir si vous avez le compas dans l'œil au niveau des secondes. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Top. Alors, vous pouvez ressortir votre téléphone. Donc normalement, si vous avez du réseau, on va voir si ça marche. Bon, moi je vote pas, hein, je connais la réponse. Vous pouvez scanner le QR code et ça doit vous envoyer vers cette page ici. Et il y a juste à rentrer le nombre de secondes là où c'est marqué « Saisissez votre texte » ici. Et après, vous appuyez sur « Valider ». Je vais vous laisser le QR code dans les diapos suivants. Donc même si vous n'allez pas très vite, vous inquiétez pas. Est-ce que ça marche? Oui, il est trop gros peut-être. Alors, il va apparaître en un peu plus petit dans les slides suivants. Peut-être ça va vous arranger. Ouais, je l'ai remis en haut ici. S'il est plus petit, peut-être que ça vous arrangera plus. Mais comme l'écran est courbé, c'est possible qu'il y ait quelques... C'est bon? Ok. Ok. Alors, j'envoie un message à mon équipe. Alors, on va continuer et on verra les résultats plus tard. Alors, je vais d'abord commencer par me placer d'un point de vue historique pour vous donner un aperçu très rapide de la chronologie des instruments que les hommes ont développés pour compter le temps. On estime que le premier moyen qui est apparu, c'est le cadran solaire. Il est apparu environ 3500 ans avant Jésus-Christ, donc vous connaissez tous le principe.
on a un bâton qu'on appelle le style, et le soleil projette une ombre sur un cadran, et en fonction de la ligne horaire, eh ben, on arrive à savoir à peu près, disons à une fraction d'heure près, quelle heure il est. La clepsydre, on estime qu'elle est apparue vers moins 1600 environ en Égypte. Alors d'abord dans un modèle on va dire rudimentaire où il n'y avait qu'un seul réservoir, puis dans une version plus évoluée vers l'an moins 300 avant Jésus-Christ, qu'on a appelé l'horloge à eau. Je vais revenir dessus juste après. Et puis après, au Moyen-Âge, vers l'an 1000, on a ce qu'on a appelé des horloges à feu. Donc là, par exemple, vous voyez une bougie qui brûle et il y a des graduations. Et au fur et à mesure que la cire fond, eh ben, il y a de nouvelles graduations qui disparaissent. Et on peut évaluer à peu près quelle heure il est, mais évidemment, ce n'est pas à la minute près, c'est au mieux à la fraction d'heure près. On peut faire la même chose avec une lampe à huile. Après, à partir de l'an 1600, ça commence à s'accélérer un petit peu. Le pendule a été développé. Alors, il y a une version assez raffinée qu'on appelle le pendule de Huygens, on va revenir après dessus, qui consiste à maintenir l'amplitude des oscillations la plus constante possible. Au milieu des années 1700, Harrison va développer un chronomètre et on voit ici sur l'axe des Y qu'il prenait seulement 1 seconde de retard tous les quelques jours. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans l'ère moderne, j'ai envie de vous dire. Et finalement, c'est au début du XXe siècle que les oscillateurs à quartz vont apparaître. Alors le quartz, c'est des cristaux qui, quand ils sont comprimés et excités par un courant électrique, vont se mettre à osciller de façon très très régulière. Et les montres que les gens avaient au poignet il y a encore 20 ou 30 ans étaient basées justement sur des quartz. Alors, revenons rapidement sur le principe de la clepsydre. Je vous disais au début que ce système n'était pas parfait, parce qu'au fur et à mesure que l'eau s'écoule, eh bien, il y a de moins en moins de pression sur l'eau qui est en bas, ce qui fait que le débit diminue, et donc on ne peut pas vraiment s'en servir comme échelle linéaire pour compter le temps. Mais qu'importe, l'homme a réfléchi, et il est arrivé à la conclusion qu'on pouvait faire ça avec 3 réservoirs. Alors le réservoir central, c'est le réservoir B, pour lequel on s'arrange pour qu'il soit toujours plein, en fait. Puisqu'il est toujours plein, il y a toujours la même pression qui est exercée sur l'écoulement qui est ici, et donc le débit, lui, il reste constant. Il y a un pré-réservoir A en amont qui remplit en permanence le réservoir B, le trop-plein est vidé par ici, c'est pour ça qu'il est toujours plein. L'écoulement se fait de façon linéaire dans le réservoir C, et là, le réservoir C, on peut mettre des graduations linéaires avec lesquelles on pourra très bien compter le temps. Enfin, très bien, en tout cas, beaucoup mieux que dans la version basique. Un autre exemple, le pendule. Alors, si vous avez fait un peu de physique, vous vous rappelez peut-être que la période d'oscillation du pendule, elle se calcule très facilement, en tout cas dans sa version au premier ordre. C'est simplement 2π multiplié par la racine de la longueur divisée par la gravité locale. Alors il y a quand même quelques petits défauts, même si c'est un système qui marche très bien. Un des défauts, c'est ce qu'on appelle l'isochronisme, c'est-à-dire que la période, elle dépend un petit peu de l'amplitude de l'oscillation. Pas beaucoup, hein, la formule, elle est ici, mais il y a juste une petite correction. Donc Huygens, il a eu l'idée de contraindre les oscillations pour que la trajectoire qui soit décrite par le pendule, elle soit non pas circulaire mais cycloïdale. Et si on fait ça, en fait, on n'a pas de dépendance de la période en l'amplitude de l'oscillation. N'empêche qu'il restait quand même pas mal de défauts. On a une sensibilité au champ de la pesanteur, par exemple, qui n'est pas le même à l'équateur et au pôle. Par ailleurs, on a l'effet des marées qui vient modifier plusieurs fois par jour cette valeur du champ de pesanteur. Donc ça veut dire que le temps compté par ce pendule ne s'écoule pas toujours de la même façon. On a une sensibilité à la pression, une sensibilité à la température, donc il faut utiliser des métaux qui sont le moins sensibles à la température possible. Donc là encore, l'homme a travaillé pour faire le système le mieux possible, mais tout ça, ça reste basé sur des
choses mécaniques qui donc ne sont pas parfaites. Alors, le public et les gouvernements ont continué à se mobiliser pour que le temps soit compté le mieux possible. Je vais vous parler d'un événement que vous connaissez probablement pas. Quand l'homme était à la conquête du monde, on se déplaçait en bateau pendant des mois pour faire des milliers de kilomètres, mais une des questions cruciales, c'était de savoir où est-ce qu'on était sur Terre. Alors, il faut connaître la latitude et il faut connaître la longitude. La latitude, c'est pas si compliqué que ça à calculer. Il faut regarder avec un sextant quelle est la hauteur de l'étoile polaire dans le ciel, et on arrive à s'en sortir assez facilement. Par contre, pour la longitude, donc savoir où est-ce qu'on est par rapport à l'est, par rapport à l'ouest, là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'existe pas de repère naturel. La seule façon de savoir, c'est de comparer l'heure où vous êtes maintenant par rapport à l'heure qu'il est à un méridien d'origine. Le problème, c'est que pour savoir quelle heure il est au méridien d'origine d'où vous êtes parti il y a 3 mois ou 6 mois, ben, il faut avoir emporté une pendule. Et les pendules, à cette époque-là, elles se déréglaient très difficilement. Ça a conduit à un événement dramatique. Alors, ce que j'ai marqué là, c'est qu'une erreur de 5 minutes de la pendule, ça revient à se tromper de 150 km, donc vous voyez que c'est énorme. Ça a conduit à un événement assez dramatique. En 1707, une flotte qui était sous le commandement de l'amiral Clovell s'est approchée trop près d'un ensemble d'îles qui est au sud-ouest de l'Angleterre, qu'on appelle les îles Sorlingues, et il y a 4 bateaux qui ont coulé en quelques minutes, parce qu'ils se sont fracassés sur les rochers, ils ne savaient pas exactement où est-ce qu'ils étaient, et donc il y a 2000 personnes qui sont mortes, comme ça, très rapidement. Alors évidemment, le roi n'était pas très content. On est à peu près sûr maintenant, avec le recul, que c'est parce qu'ils n'avaient pas su calculer leur longitude. Donc par rapport au est-ouest, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient, et donc ils n'ont pas pu éviter les récifs de l'île. Donc le roi est très fâché, et il décide qu'il est grand temps de savoir mesurer l'heure beaucoup plus précisément. Alors il y a pas mal d'astronomes qui s'attaquent au problème, mais finalement c'est un horloger qui va résoudre le problème, un Anglais qui s'appelle John Harrison, et qui va mettre au point cette horloge qui est ici. Elle prend seulement 1 seconde de retard ou d'avance tous les 3 jours, donc pour l'époque c'est une performance vraiment extraordinaire. Alors je regarde si... alors, du coup... Ah non, j'ai un message qui me dit d'attendre, pardon. Donc on va continuer, je regarderai tout à l'heure. Donc, tous ces chronomètres ou ces pendules dont j'ai parlé, il faut bien les référencer à quelque chose. Et ce quelque chose, ça doit être une référence qui doit être universelle, la même pour tout le monde, qui doit être régulière et qui doit être ininterrompue. Le problème d'une horloge, d'une clepsydre, c'est que forcément, il n'y a plus d'eau, il faut re-remplir, il y a une interruption, et le temps, lui, il ne s'interrompt pas, il faut compter le défilement du temps tout le temps. Donc pendant très longtemps, l'homme s'est basé sur les étoiles pour compter le temps. Le jour sidéral, c'est-à-dire le temps que met une étoile dans le ciel pour faire un tour complet, ça se fait en 23h56 minutes et 4 secondes. On tourne autour d'un axe qu'on appelle le pôle céleste, et ce pôle céleste, il est pas très loin de l'étoile polaire. Alors il ne faut pas confondre 2 choses. Il y a le jour sidéral et il y a le jour solaire vrai. Le jour sidéral, c'est celui dont on vient de parler, 23h56 minutes et 4 secondes. Le jour solaire moyen, c'est lui qui en fait fait 24 heures. Pourquoi? Parce que la Terre tourne sur elle-même, mais elle tourne aussi autour du Soleil, ce qui fait que du jour au lendemain, il faut tourner un tout petit peu plus longtemps pour revenir juste en face du Soleil. Et c'est cette durée-là qui, en moyenne, fait 24 heures. Alors je dis en moyenne parce que
ça change en fait un petit peu tous les jours. Simplement parce que la trajectoire de la Terre autour du Soleil, c'est pas un cercle, c'est une ellipse, donc des fois on ralentit, on réaccélère, ce qui fait qu'on ne tourne pas toujours exactement à la même vitesse. Et donc la durée effective du jour, donc une durée effective du jour, c'est je regarde quand est-ce que le Soleil est le plus haut dans le ciel, c'est ce qu'on appelle le midi vrai, et je regarde à nouveau ça le jour suivant, et le jour solaire effectif, c'est la durée entre ces deux intervalles, entre ces deux événements. Et cette durée-là, en fait, figurez-vous qu'elle peut fluctuer de plus ou moins 15 minutes par jour au cours d'une année. On voit le graphique là qui a été tracé pour 2007. Donc la durée effective du jour solaire, elle est loin d'être si proche que ça de 24 heures. Ça peut fluctuer. Par ailleurs, il y a d'autres petits phénomènes d'amortissement que l'on ne tient pas en compte ici, mais il y a par exemple le fait que la rotation de la Terre progressivement ralentit un tout petit peu, mais ça je crois que ça se compte en millisecondes par siècle, si je dis pas de bêtises. Alors, il faut peut-être qu'on accélère un tout petit peu, non, il faut qu'on accélère beaucoup en fait. Donc tout ça pour vous dire que pendant très longtemps, l'homme s'est basé sur les étoiles pour avoir une référence stable de temps, mais il fallait des modèles astronomiques compliqués pour dériver une échelle de temps bien linéaire. Jusqu'à ce que, en fait, tout change quasiment du jour au lendemain. Depuis le début du XXe siècle, il y a une petite révolution qui est en marche parce que la physique moderne est née. Il y a tout un tas de scientifiques très réputés, Niels Bohr, Einstein, Marie Curie, Pierre Curie, qui travaillent en même temps sur tout un tas de problématiques, mais notamment de physique atomique. Et en plus, au début du XXe siècle, c'est là où on commence à avoir du matériel dans les laboratoires pour vraiment tester les théories. Niels Bohr, il est danois, et il travaille à Copenhague, il aura le prix Nobel en 1922. Et il imagine la chose suivante pour expliquer des observations qu'on a fait à la fin du siècle précédent. Il imagine que l'énergie interne d'un atome, en fait, elle est quantifiée. Alors ça veut dire quoi quantifier? Ça veut dire que l'énergie de l'atome, il faut l'imaginer un petit peu comme un escalier. Vous pouvez être sur la marche numéro 1, vous pouvez être sur la marche numéro 2, sur la marche numéro 3, mais vous ne pouvez pas vous arrêter entre les deux. Il n'y a pas de marche 1,5, il n'y a pas de marche 2,5. Vous passez de l'un à l'autre. Alors vous passez de l'un à l'autre en absorbant une quantité d'énergie, par exemple sous forme de photons, donc une particule de lumière. C'est ça qui vous fait passer de l'état numéro 2 à l'état numéro 3, par exemple, et un petit peu plus loin, l'atome va se désexciter, c'est-à-dire qu'il va réémettre le photon dans une direction aléatoire. Et donc c'est en ce sens qu'on dit que les niveaux d'énergie de l'atome sont quantifiés. Si vous voulez, ils sont bien identifiés. Alors en fait, en pratique, pour des atomes, il y a tout un tas de niveaux d'énergie. Les marches de l'escalier dont je parlais sont représentées par les traits noirs ici pour l'atome de strontium. Alors vous voyez que l'état fondamental, il s'appelle 1s0. Si vous lui envoyez de la lumière rouge, vous allez passer à la marche qui s'appelle 3p0. Si vous envoyez de la lumière orange, vous passez à la marche qui s'appelle 3p2. Si vous envoyez de la lumière bleue, vous passez à la marche qui s'appelle 1p1. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas vous arrêter entre ces deux marches. Il y a seulement des solutions bien précises qui fonctionnent. Alors, je veux revenir sur ce phénomène de résonance. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est qu'il faut que les photons qui bombardent l'atome soient exactement à la bonne quantité d'énergie. C'est-à-dire que le photon va apporter à l'atome exactement l'énergie dont il a besoin pour passer de l'état numéro 1 à l'état numéro 2. Il ne faut pas être à côté de la plaque, il faut être vraiment exactement sur cible. Et c'est à cette condition-là que l'atome va entrer en résonance, c'est-à-dire qu'il va se mettre à osciller entre l'état fondamental, n égale 1, et l'état excité, n égale 2. Or, en fait, en physique, il y a une relation très simple que j'ai marquée ici, qui dit que l'énergie
l'énergie du photon et sa fréquence sont directement proportionnelles. Ils sont reliés seulement par une constante, h, qu'on appelle la constante de Planck. Donc en ce sens-là, on peut dire que l'atome se comporte comme un sélecteur de fréquences. C'est-à-dire que l'atome ne va se mettre à vibrer de façon interne que si on lui envoie de la lumière qui est exactement à la bonne fréquence. Donc j'ai essayé de faire une petite animation. Voilà, là on voit les photons qui arrivent et l'atome qui se met à osciller entre son état numéro 1 et son état numéro 2. Donc le principe finalement d'une horloge atomique, c'est celui-ci. On a donc les atomes qui sont ici, on leur envoie des photons qui sont dans le domaine du laser ou dans le domaine micro-ondes. On vient interroger les atomes avec cet oscillateur, avec cette source, et de la réponse atomique, on vient faire ce qu'on appelle un asservissement, c'est-à-dire une correction sur l'oscillateur pour que la fréquence de l'oscillateur soit toujours verrouillée exactement sur la fréquence propre de résonance de l'atome. Ça constitue une excellente résonance parce que les niveaux de l'atome, ils sont quasiment imperturbables, mais vraiment quasiment imperturbables. Et c'est ça qui est vraiment très important. Là, je vous ai mis l'exemple de la fréquence de transition entre les deux niveaux les plus bas de l'atome de strontium. Alors, on connaît aujourd'hui 16 ou 17 chiffres significatifs sur cette fréquence. Mais vous voyez que pour perturber ce nombre, il faut des perturbations extérieures qui sont vraiment très fortes. Par exemple, si vous exercez un champ magnétique de 1 Gauss, ce qui est loin d'être négligeable, c'est seulement le 13e chiffre significatif que vous allez perturber. Je vous rappelle que tout à l'heure, quand on parlait de la masse et du kilogramme qui était mal défini, on avait montré que déjà le 7e chiffre significatif, on était loin d'en être sûr avec l'ancienne définition. Si vous envoyez un champ électrique, même si votre atome est pris dans un orage, c'est seulement le 13e chiffre significatif qui va changer. Et on peut parler de tout un tas d'autres effets comme ça, notamment un effet de relativité générale qui s'appelle Gravitational Time Dilation en anglais, qui est un des effets prédits par Einstein, qui nous dit que si on change la hauteur d'une horloge de 1 mètre, eh bien, c'est le 16e chiffre significatif qui va changer. Donc la morale qu'il faut retenir ici, c'est que la raison pour laquelle l'atome constitue une très bonne référence, c'est parce que sa fréquence de transition interne, elle est très très bien connue, d'une part, et quasiment impossible à perturber d'autre part. Donc c'est ça qui a donné naissance à l'intérêt des scientifiques pour les horloges atomiques. C'est vers le milieu des années 60 que la première horloge atomique va être fonctionnée. Elle était basée sur du césium. Elle a été fabriquée au NPL, qui est un labo très célèbre à côté de Londres. On voit les deux scientifiques ici qui l'ont fait, qui s'appellent, lui c'est Essen et lui c'est Parry. Alors évidemment, il y a tout un tas de calculs derrière à faire qui sont basés sur la physique quantique. Je ne vais pas forcément vous faire souffrir pendant des heures avec le calcul. C'est seulement une partie de notre travail. Le gros du travail des physiciens qui font des horloges atomiques de nos jours, c'est de construire ces horloges et de les améliorer petit à petit pour pouvoir contrôler le plus de chiffres significatifs possible. Donc on ne va pas passer 2 heures sur les équations. Voilà, donc là je retrace la même courbe qu'avant. Vous voyez que la précision des horloges ne s'était finalement pas améliorée très vite jusqu'au début du XXe siècle. Et là, tout à coup, les horloges atomiques arrivent et le gain en précision, on appelle en exactitude, pour nous, va devenir beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, de nos jours, avec les horloges atomiques de dernière génération, on arrive à contrôler 18 chiffres significatifs et même probablement un petit peu mieux pour certains groupes dans le monde maintenant.
alors, je vous ai dit qu'il y avait très peu d'effets qui perturbaient ces horloges. Il y en a quand même quelques-uns. Je vous ai parlé du champ magnétique. Donc, nous, notre laboratoire, il est situé dans le sud de Paris. Et, pas de chance, il y a le train qui passe pas très loin, 200 mètres environ. Donc, nous, on est donc, le bâtiment historique qu'on voyait tout à l'heure, il est ici. Et nous, notre labo, c'est un labo souterrain avec 3 horloges qui sont ici. On est à peu près à 200 mètres d'une ligne de train qui s'appelle le RERB. Mais ça, en fait, ça fournit un champ magnétique qui vient perturber nos atomes. Alors, en bas, ce que vous voyez, c'est le champ magnétique qui est tracé au cours de la journée. Là, c'est quand le métro est fermé. Et là, c'est dès que le métro est ouvert. Alors, l'offset, c'est environ moins 40 microtesla, donc ça correspond à peu près au champ magnétique terrestre. Et vous voyez que quand ils allument la ligne de train le matin et quand les trains commencent à passer, et ben on a des fluctuations qui sont facilement de 4 microtesla, qui est un champ qui est finalement loin d'être négligeable. Donc en fait, ça c'est typiquement un des effets auxquels il faut qu'on fasse attention. Donc on a des petits systèmes de correction parce que la fréquence interne de l'atome, en fait, elle est couplée avec le champ magnétique local. Donc si on ne faisait rien, et ben en fait, la fréquence de l'horloge serait déformée, affectée par le fait qu'on a un champ magnétique fluctuant. Donc on a tout un tas de petits capteurs. Donc là, nous, on a installé un capteur qu'en anglais on appelle flux gate magnetometer. Et on a un petit ordinateur qui vient lire le champ magnétique à un instant donné et qui va venir l'asservir justement pour compenser les fluctuations qui sont induites par la ligne de train. Et de cette façon, on peut obtenir une statistique qui est bien meilleure pour notre horloge. Voilà, donc pour résumer un petit peu cette partie-là, depuis 1967, la définition de la seconde, elle n'est plus basée sur le mouvement des étoiles, mais elle est basée sur l'atome de césium, sur un certain nombre de périodes de radiation entre deux niveaux hyper fins de l'atome de césium. Donc ça, c'est la définition de la seconde. Elle est toujours en vigueur. Ça changera peut-être un jour pour être raffiné, mais c'est la définition actuelle. Et notez bien que ça n'est plus basé sur un objet mécanique qui peut se casser. C'est basé sur une constante de la nature qui est une fréquence de transition atomique et qui est une fréquence quasiment imperturbable et qui en plus est disponible tout de suite dans un laboratoire, alors que le mouvement des étoiles, et bien finalement, ça faisait un tic seulement une fois toutes les 24 heures, alors que là, on a un signal qui est disponible tout le temps. Et ça change tout. Voilà. Et donc, les horloges modernes permettent d'atteindre une exactitude qui va jusqu'à 18 chiffres significatifs. Alors, je vais devoir... Il me reste 2 parties, mais il me reste que quelques minutes. Du coup, je vais devoir faire des choix. Je vais passer très vite sur cette partie-là et je me concentrerai un peu sur les applications. Alors, vous vous demandez sans doute à quoi ça ressemble une horloge atomique. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans une salle comme celle-ci, on arriverait à mettre seulement 2 horloges atomiques, à peu près. C'est un appareil qui est énorme, où on a besoin de plein de lasers, on a besoin de plein de systèmes à vide. Alors vous voyez un exemple de système à vide ici. Les atomes, on ne peut pas les laisser se balader à l'air libre parce que ils entreraient en collision en permanence avec les molécules de l'air et donc on ne pourrait pas les observer pendant très longtemps. Donc on est obligé de les mettre dans des systèmes à vide qui sont pompés en permanence par des pompes très spéciales qu'on appelle des pompes ioniques. Et ça permet d'atteindre des niveaux de vide qui sont de l'ordre de 10-10 millibars, c'est-à-dire 13 ordres de grandeur en dessous de la pression atmosphérique. C'est le prix à payer si on veut que nos atomes soient suffisamment peu perturbés par d'autres espèces atomiques pour pouvoir les observer pendant longtemps. Ensuite, les atomes, quand ils sortent d'un four,
Et ben, en fait, ils sont très 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 rapides. Ils sortent à une vitesse qui est de l'ordre de 500 mètres par seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, une Formule 1, ça roule seulement à 100 mètres par seconde. Donc les atomes qui sortent du four sont beaucoup beaucoup plus rapides. Donc il faut les ralentir, sinon on n'arriverait pas à les observer pendant très longtemps. Et on a plusieurs techniques pour ça. Alors on a une première technique qui s'appelle le ralentissement Zeeman, où on bombarde un atome de photons. L'atome va encaisser les photons, il va encaisser le recul correspondant. Et alors il y a un petit truc, c'est qu'on met une bobine de champ magnétique autour pour que l'absorption des photons reste toujours maximale. Mais en tout cas, cet effet de ralentissement Zeeman, ça va nous permettre de ralentir les atomes, et ensuite on va pouvoir les capturer dans un piège de lumière, qu'on appelle un piège magnéto-optique. Ça consiste à faire venir des faisceaux de lumière dans toutes les directions de l'espace, ce qui fait que dès qu'un atome essaye de s'éloigner d'un centre qui est défini là encore par des bobines de champ magnétique, eh bien, il va tomber sur un faisceau laser qui va le ramener vers le centre. Donc on a une force de rappel dans les 3 dimensions de l'espace, et donc les atomes sont confinés dans des tout petits volumes. Alors un tout petit volume, vous en voyez un là, vous voyez un piège magnéto-optique ici qui est au centre d'une chambre à vide, ça fait à peu près 1 mm de diamètre. Là, ce que vous voyez, c'est un gaz qui comporte à peu près 10 puissance 6 atomes de strontium 87. Et le chargement de ce piège se fait en quelques dizaines de millisecondes, typiquement. Alors, je vais accélérer, sinon on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est une autre technique de piégeage qu'on appelle les réseaux optiques. Ça ressemble à... Alors, c'est toujours formé par de la lumière. C'est une onde qui est rétro-réfléchie sur elle-même pour former une sorte de réseau. C'est comme une boîte d'œufs à une dimension. Les atomes vont tomber au fond de chaque puits de la boîte d'œufs. Et quand ils sont bien tout au fond, en fait, ils vont être fortement confinés. Et donc, on va pouvoir les observer pendant longtemps, puisqu'ils seront plus affranchis. Ils se seront affranchis des effets du mouvement, comme notamment l'effet Doppler. Alors, je vais passer ça. Il est 19h30. On va plutôt aller vers les applications des horloges atomiques. Alors, les horloges atomiques, ils ont grosso modo 2 types d'applications de nos jours, des applications civiles et des applications scientifiques. Les applications civiles, la plus célèbre pour le moment, c'est le GPS. Dans chaque satellite du GPS, il y a une petite horloge atomique qui est embarquée. Vous voyez typiquement une image de prototype ici. C'est un cube de 10 cm de côté à peu près, hein. C'est pas très grand. Typiquement, ce genre de matériel, je pense que ça a une précision de 12 chiffres significatifs. Donc on est quand même loin des 18 chiffres significatifs des très grosses horloges de laboratoire, mais c'est beaucoup plus compact et la masse dans un satellite, c'est vraiment très important. Donc le GPS, c'est une trentaine de satellites qui sont en train de graviter en permanence autour de la Terre, à peu près une altitude de 20 000 km. Et la précision de chaque horloge est vraiment très importante, puisque si on se trompait de 1/1000e de seconde, ça serait équivalent à une erreur de positionnement de 300 mètres sur Terre. Alors comment ça marche exactement? Quand vous avez votre récepteur GPS sur Terre, il reçoit des signaux de plusieurs satellites, tous les satellites qui sont visibles à l'instant où vous cherchez votre position. Et dans le signal qui est reçu par le récepteur, il y a notamment l'instant d'émission du signal du satellite qui est donné. Et le récepteur, lui, il vient donner l'instant où il reçoit le signal. Donc on peut en déduire le temps de propagation entre le satellite et le récepteur. Et après, c'est juste une question de maths. Alors, le récepteur, il n'a pas d'horloge atomique. Le récepteur, c'est typiquement votre smartphone, donc il n'est pas très précis au niveau de l'heure, une fraction de seconde tout au plus. Mais ce n'est pas très grave, parce que quand on dérive les équations, en fait, on ne va pas aller dans le détail, mais tout ça pour vous dire que si vous recevez le signal de 4 satellites, c'est suffisant non seulement pour trouver votre position sur Terre à 5 ou 10 mètres près,
et par ailleurs à éliminer l'erreur d'horloge du récepteur. Ce qui est vraiment important, c'est la précision des horloges atomiques qui sont embarquées dans les 30 satellites du GPS. Là, on voit une image, en fait, ce n'est pas le GPS, j'ai un peu triché, c'est le système équivalent européen qui s'appelle Galileo, qui est en cours de déploiement. Alors, une autre application, c'est scientifique, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle le VLBI, Very Large Baseline Interferometry. Là, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit en introduction. Là, le but du jeu, c'est de savoir où sont les objets dans le ciel. Il y a des objets, comme les quasars, qui ne sont pas forcément visibles, qu'on va observer avec des radiotélescopes. Pour faire ça, on peut imaginer des radiotélescopes qui sont séparés d'une très grande distance sur la Terre, qui regardent dans la même direction, sauf que, comme ils ne sont pas au même endroit sur Terre, ils vont recevoir le signal d'un même objet à des instants différents. Et si vous arrivez à déterminer avec précision la différence de temps entre la réception numéro 1 et la réception numéro 2, vous allez pouvoir en déduire l'angle avec lequel vous êtes en train de regarder cet objet dans le ciel. Donc là, typiquement, c'est la répartition des antennes VLBI sur Terre. Il y en a une quarantaine à peu près, je pense, qui sont réparties du coup vraiment dans le monde entier. Une autre application, c'est le calcul de la distance entre la Terre et la Lune. Quand les astronautes sont allés sur la Lune, ils ont laissé des réflecteurs, et donc maintenant on peut tirer sur ces réflecteurs et calculer le temps que met la lumière pour se propager, pour faire un aller-retour entre la Terre et la Lune, et en déduire une résolution très précise de la distance Terre-Lune et comment elle évalue avec le temps. Je pense qu'on arrive à avoir une résolution de 1 cm. Et avec ça, on s'est rendu compte que la Lune s'éloignait de la Terre à une vitesse qui est de l'ordre de 4 cm par an à peu près, je pense. Voilà. Alors je dis juste un mot pour vous dire aussi que tout à l'heure je vous disais que la fréquence de l'horloge dépendait de son altitude, simplement parce qu'à cause de la relativité générale, il y a un couplage entre la fréquence de l'horloge et le potentiel gravitationnel local. Si on retourne le problème, ça veut dire aussi qu'on peut se servir des horloges atomiques pour faire une cartographie du potentiel gravitationnel local, ce qui a beaucoup d'intérêt, notamment pour essayer de détecter des anomalies gravitationnelles dans le sol, ou essayer de prévenir les séismes, par exemple, ou les tsunamis, où là, on sait très bien que brutalement, on va avoir d'abord des prémices qui vont précéder un événement dramatique. Donc, il y a des pays comme au Japon, où par exemple on est en train de multiplier les horloges atomiques pour essayer justement de constituer un réseau pour détecter les signes d'événements brutaux. Et je termine juste en vous disant que des horloges atomiques de nouvelle génération, il n'y en a pas non plus 1000 dans le monde. En Europe, on peut compter qu'il y en a environ une grosse dizaine, une douzaine. On en a 3 à Paris, par exemple. Bon, c'est un réseau qui est en train de s'étendre, mais typiquement, construire une horloge dont on maîtrise l'exactitude à 17 ou 18 chiffres significatifs, ça prend plus de 20 ans. Donc c'est pas du tout du matériel commercial, si vous voulez. Ça, c'est le travail de beaucoup de gens pendant beaucoup de temps. Et je conclus juste en vous disant qu'on a mis en place à l'échelle européenne un réseau. Le laboratoire dans lequel je travaille a beaucoup contribué à ce déploiement, qui s'appelle Refimev, qui est ce qu'on appelle un Equipex dans notre jargon, et qui est un réseau de fibres optiques dans laquelle on vient faire se propager une porteuse stabilisée qui va être en mode commun entre tous les laboratoires européens qui possèdent ce genre d'horloge atomique. Et ça nous permet déjà, depuis 2015, de comparer régulièrement toutes les horloges atomiques de nouvelle génération qui sont en Europe. Avant, on n'avait que des moyens satellites.
mais les moyens satellites, ils étaient très bruités, donc on n'arrivait pas vraiment à exploiter toutes les capacités des horloges atomiques. Et là maintenant, on a ce moyen par fibre optique qui est beaucoup moins bruité, et donc on arrive à exploiter pleinement le potentiel de ces horloges atomiques. Voilà, je crois qu'on est un peu contraint par le temps, donc je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention, et si vous voulez me poser des questions pendant le dîner, il n'y a pas de problème. Merci. Bien, merci beaucoup. Tu n'as pas donné le résultat du test. Oui, en fait, à 20h, on doit recommencer absolument à 20h parce qu'on va être en direct avec Paris. Donc là, ça nous laisse une vingtaine de minutes pour casser la croûte un peu, juste à l'entrée. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est de garder vos questions et de les poser pendant le repas, voire tout à l'heure pendant la table ronde. Je pense que les mails qui étaient ouverts tout à l'heure... Ah si, pardon. Alors je regarde si on a reçu les résultats. Non, je pense que non. On les regardera tout à l'heure regardons la table ronde. Ça marche. Voilà, donc là vous pouvez laisser vos affaires et c'est juste à l'entrée. Vous pouvez. Merci.